dans 45% des cas avec un trouble sévère ou profond. Il y a environ 500 000 personnes en France qui sont sourdes ou très malentendantes et à peu près 100 000 qui pratiquent la langue des signes. 100, 120 000, bon, c'est difficile un peu à estimer, sachant que qu'il y a aussi des entendants qui pratiquent la langue des signes. Donc ça ne se recoupe pas complètement. Et alors évidemment, les langues des signes, on dit, ce sont les langues des signes, il n'existe pas une seule langue des signes universelle, puisque ce sont des langues donc, qui naissent dans des lieux géographiques, des milieux culturels, et qui se développent en fonction des réalités sociales et culturelles des lieux où elles se développent. On estime à peu près à 300 le nombre de langues des signes recensées dans le monde aujourd'hui. Sachant qu'il y a encore parfois des langues des signes émergentes, et que, parce que il peut se trouver des communautés dans lesquelles il n'y a jamais eu de sourds. Et dans ce cas-là, en fait, les linguistes sont très à l'affût de ce type de situation, parce que c'est une façon de voir comment une langue émergente se développe. Voilà. Donc, quelques petits chiffres comme ça. Donc, brève histoire, c'est un peu difficile de retracer une histoire des langues des signes. En tout cas, bon, on sait qu'elles existent depuis que les sourds existent, donc on imagine depuis que l'humanité existe. Les premières occurrences qu'on a de textes parlant de langue des signes, c'est Platon. Ensuite, ponctuellement, dans les textes, des auteurs mentionnent la présence de communautés sourdes et de gens qui pratiquent des gestes. Alors c'est appelé de façon différente suivant les époques et suivant les lieux, mais voilà, qui communiquent par geste. On a une très jolie citation de Montaigne qui dit « Nos muets discutent, argumentent et content des histoires par signes. J'en ai vu de si souples et si formés à cela, qu'en vérité, il ne leur manquait rien à la perfection de se savoir faire entendre. » Et Descartes, qui définit l'homme par ses paroles ou autres signes, en précisant que s'il utilise le mot signe, c'est parce que les muets se servent de signes en même façon que nous de la voix. Voilà, donc bon, on peut aussi citer au 5e siècle Saint Jérôme qui reconnaît que les signes permettent aux sourds de comprendre l'évangile, ou au XIIe siècle le pape Innocent III qui a introduit une reconnaissance de l'usage des signes lorsque le prêtre recueille le consentement au mariage. Thomas d'Aquin qui les invite à recourir à la langue des signes pour se confesser. Enfin voilà, il y a des, comme ça ponctuellement des témoignages qui nous sont parvenus, également du fait que les sourds utilisaient depuis tout, enfin aussi loin qu'on remonte, utilisaient des interprètes, et donc voilà, qu'on appelait truchement au XVIe siècle. Qui étaient des gens de leur entourage qui les comprenaient, ou alors des gens qui connaissaient la langue des signes. Et donc, par exemple, devant les tribunaux, pour les affaires administratives, les sourds avaient recours à des interprètes déjà au Moyen-Âge. Alors, ça, c'était
jusqu'au XVIIe siècle, on va dire, début du XVIIIe, bon, les sourds étaient là, étaient plus ou moins en communauté, suivant les endroits où, évidemment, dans des villages reculés où naissait un sourd, c'était plus compliqué que dans des agglomérations où les sourds pouvaient se regrouper pour communiquer entre eux, développer la langue, etc. Mais bon, on peut dire que sur toute cette période, rien n'est organisé pour l'instruction des sourds et la reconnaissance de la langue. Bon, elle est partielle quand même. À partir du XVIe siècle, on commence à avoir des éducateurs qui réfléchissent à comment enseigner aux sourds. En Espagne principalement, mais aussi en France. Et puis c'est au XVIIIe que la question devient de plus en plus développée, enfin, et que commence ce qui dure encore aujourd'hui, c'est-à-dire, on pourrait dire, la querelle entre les tenants de l'oralisme et les tenants de la langue des signes. On parle beaucoup de l'abbé de l'Épée, je vais y revenir, qui donc lui a vraiment développé l'enseignement des sourds à partir de la langue des signes. Mais à la même époque, et vraiment ils sont nés à 2 ans d'écart et ils sont morts à 1 année d'écart, Jacob Rodriguez Ferrer, un éducateur qui travaillait pour l'éducation des jeunes sourds, prônait, lui, l'oralisation. Et donc déjà à l'époque, il y avait cette querelle. Il se trouve que l'abbé de l'Épée a momentanément gagné la querelle, si on peut dire, parce qu'il a su faire une chose qu'on appellerait aujourd'hui une opération de com', une médiatisation de son travail en allant rencontrer les rois, et puis en allant... il a fait le tour des cours d'Europe avec son groupe d'élèves sourds pour prouver qu'on pouvait instruire les sourds en partant de la langue des signes. Et alors c'est pas lui évidemment qui a inventé la langue des signes, il l'a codifiée, il a inventé des codes de grammaire qui arrivaient à faire coller avec un peu d'acrobatie la langue des signes au français. Et donc c'est une méthode qui était utilisée pour l'enseignement, mais qui n'était pas pratiquée par les sourds eux-mêmes. C'est-à-dire que bon, les sourds entre eux, les sourds les gamins dans la cour de récré pratiquaient une langue des signes naturelle qui n'était pas du tout calquée sur cette méthode prônée par l'abbé de l'Épée. Mais elle a été utilisée dans l'enseignement des sourds pendant presque un siècle. Et donc ce que l'abbé de l'Épée a fait, alors il y a 2 choses extrêmement importantes. D'une part, il a reconnu qu'on pouvait instruire les sourds en partant de la langue des signes et entre autres leur apprendre le français écrit et donc leur donner accès à des études supérieures. Il a créé une école qui est devenue par la suite, mais après sa mort, l'Institut Saint-Jacques à Paris, qui est toujours l'école de référence en France et dans beaucoup de pays du monde, je crois, pour l'instruction des sourds en langue des signes. Alors malheureusement, même à l'Institut Saint-Jacques aujourd'hui, la langue des signes n'est pas forcément complètement majoritaire. L'oralisation a aussi beaucoup de place dans l'instruction des sourds. Et donc il crée cette première école qui va faire des petits. Dans la première moitié du XIXe siècle, il y a une 50aine d'écoles bilingues qui accueillent des sourds gratuitement, quelle que soit leur origine sociale. Aujourd'hui, en France, je pense que
on a du mal à aller jusqu'à 10. Donc, il y a eu un très gros recul depuis cette époque-là. Et ça a un double effet. Bon, d'une part, comme je le disais, d'instruire les sourds, de leur permettre d'avoir accès à des études, etc. Mais aussi de développer la langue parce que du coup, ça rassemble en un même endroit beaucoup d'enfants sourds qui donc parlent entre eux, font vivre cette langue, ensuite, quand ils sortent de l'école, continuent à la faire vivre à l'extérieur, etc. Et donc, la langue des signes se développe beaucoup dans la première moitié du XIXe siècle. Et, chose à noter aussi, elle se développe en France, mais elle se développe aussi dans beaucoup de pays occidentaux. Et aujourd'hui, le français et la langue des signes française, pardon, est une langue qui a essaimé dans beaucoup de pays. Et quand on regarde le tableau des familles de langue des signes, on s'aperçoit qu'il y en a énormément qui sont de la famille du français, de la langue des signes française. Et principalement aux États-Unis, la langue des signes, l'ASL, American Sign Language, est directement issue de la langue des signes française. Alors évidemment, mélangée à la langue des signes qui existait déjà aux États-Unis, mais voilà, pour une raison historique, c'est un sourd français, un enseignant sourd français qui est parti créer les premières écoles sur le modèle de l'Institut Saint-Jacques aux États-Unis. Voilà, donc, on pourrait dire un petit peu rapidement quand même, mais que jusqu'à la moitié du XIXe siècle, tout va très bien. Et puis, les choses s'inversent, parce que la science, la médecine se développent. On commence à dire que on va guérir les sourds, on va les réparer, on va les faire entendre et on va les faire parler. Ça, première chose. Deuxième chose, c'est une époque, la fin du 19e, où il y a l'unification des langues en France, l'interdiction des langues régionales, donc c'est un seul pays, une seule langue. Troisième chose, la langue, il y a un retour du puritanisme qui fait que la langue des signes est une langue gestuelle et obscène. Et c'est pas une langue humaine, c'est une langue de singe en fait. Voilà. Dieu a donné le verbe à l'homme et la langue des signes, c'est pas une langue verbale, c'est le verbe à l'homme au sens strict. Donc voilà, s'exprimer en geste, ce n'est pas parler. Et il se trouve que à la fin du 19e, un congrès est organisé à Milan, donc en 1880, un congrès qui rassemble les ORL et ce qu'on appellerait aujourd'hui les professionnels de la surdité, ORL et enseignants, essentiellement entendants. Je crois qu'il y avait 2 sourds dans les congressistes. Il y a, je crois, quelque chose comme 200 congressistes, je ne me souviens plus vraiment. Et en tout cas, et alors on dit, je n'ai pas trouvé des choses qui le confirment complètement, mais j'ai trouvé certaines sources qui disent que c'est la famille de Jacob Roderick Ferrer, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui prônait l'oralisme au XVIIIe siècle et qui s'était fait un peu rabattre le caquet par la BDP, qui a organisé ce congrès. C'était une famille de riches industriels de l'Est et que c'est eux qui ont financé ce congrès pour prendre une revanche sur la BDP. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, toujours est-il que ce congrès vote à l'unanimité, moins les 2 délégués des États-Unis, l'interdiction de la langue des signes dans l'enseignement des sourds. Et que ça va être une catastrophe.
absolue, parce que du jour au lendemain. Alors déjà, pendant la deuxième moitié du 19e, les enseignants sourds avaient été progressivement remerciés des écoles et remplacés par des enseignants entendants. Et après 1880, pendant plus d'un siècle en France, la langue des signes va être complètement éliminée de l'enseignement des sourds. Et même parfois, elle va être interdite jusque dans les cours de récréation. Il y avait cette idée que pour pouvoir communiquer, il fallait parler, que si les enfants sourds apprenaient la langue des signes, ils n'allaient pas apprendre le français, et que de toute façon, pour apprendre le français, il fallait d'abord parler, et puis ensuite, éventuellement, apprendre à écrire et à lire. Avec ce système, dans les années 90, il y a eu une étude de fait qui a montré qu'il y avait à cette époque 80% des personnes sourdes qui étaient illettrées. Alors, ça a bougé aujourd'hui, heureusement, mais ça reste quand même quelque chose de très fragile et problématique. La langue des signes a, l'interdiction, entre guillemets, il n'y a jamais eu d'interdiction vraiment légale. Ça a été une préconisation, mais qui a été suivie unanimement, en fait, dans les écoles pour ça. Et donc, je crois que autour des années 80-90, progressivement, la langue des signes fait un retour dans l'enseignement, mais très timide. Elle n'est reconnue langue de France que depuis 2005, et elle n'est une option au bac que depuis 2010. Il y a eu un CAPES de langue des signes créé à cette occasion, alors qui est un examen qui est complètement pensé par des entendants, c'est-à-dire que c'est un examen qui est principalement écrit. Quand on sait que la langue des signes ne s'écrit pas, je trouve que c'est une très très bonne idée. Enfin bon, voilà. Et ce CAPES est en train d'être remis en cause aujourd'hui. Parce que, en fait, on ne voit pas bien l'intérêt. Voilà. Ça coûte de l'argent, évidemment. Bon, voilà. Aujourd'hui, la situation de l'enseignement de la langue des signes reste compliquée. C'est en général des associations qui prennent en charge cet enseignement. Et ça a un coût qui n'est pas négligeable. Et pour les enfants, c'est souvent très difficile d'avoir accès à un enseignement bilingue. Comme je disais, il y a très peu d'écoles en France qui le pratiquent. J'ai vu des familles qui déménagent, dont les parents changent d'emploi pour que leur enfant sourd puisse suivre une scolarité bilingue. Quand on dit bilingue, c'est-à-dire langue des signes, français écrit. Éventuellement français oral, bon, mais principalement langue des signes, français écrit. Et aujourd'hui, mener des études universitaires en langue des signes, c'est vraiment un parcours du combattant. Il n'y a pas les éléments, il n'y a pas le suivi, il n'y a pas le financement, il n'y a pas... voilà. L'université Paul Valéry, l'université de lettres de Montpellier, qui me dit « Ah oui, nous on fait l'accessibilité pour les sourds, il y a des preneurs de notes. » Quand on sait ce que c'est comme difficulté, déjà quand on prend soi-même les notes, de les relire, de les utiliser, etc., une personne sourde qui n'a pas entendu le cours, qui va se retrouver avec des notes alors qu'elle ne maîtrise pas le français écrit, vous imaginez ce que ça donne comme accessibilité. Voilà. Et donc en France, c'est encore aujourd'hui, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, rencontrer des jeunes sourds qui ont 10-12 ans et qui n'ont pas de langue. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas appris la langue des signes,
et qu'ils ont une très grande difficulté d'accès au français, on leur apprend à articuler. Donc on n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque du congrès de Milan, en fait. On apprend à articuler en imaginant que parce que des enfants savent articuler les mots, ils vont les comprendre et vont savoir les réécrire. Je ne sais pas comment on peut raisonner comme ça, mais ça reste encore ça. Donc, on ne sait pas du tout quelle est la proportion aujourd'hui de jeunes, que ce soit de jeunes ou d'adultes d'ailleurs, qui sont comme ça dans des très grandes difficultés langagières. Il n'y a pas de statistiques. Il y a eu des progrès dans les systèmes médicaux, dans tout ce qui est ce qu'on appelle les réparations, c'est-à-dire les appareils auditifs, les implants cochléaires. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Les enfants dont je vous parle, ils sont aussi bien, ils peuvent être implantés. Hein. C'est pas parce que la famille a refusé les aides médicales, etc. C'est juste parce qu'il n'y a pas l'accompagnement nécessaire pour que ces aides médicales soient efficaces. Et donc, on ne connaît pas la proportion d'enfants pour lesquels les systèmes de réparation fonctionnent. Parce que quand ça fonctionne, ils sont intégrés dans des écoles normales, ils n'ont pas de difficultés, ils ne sont pas repérés. Bon, la plupart du temps, quand même, il y a besoin d'éducation, d'orthophonie, d'accompagnement, même pour les enfants implantés. Mais bon, quand même, quand ça fonctionne, quand ils arrivent à suivre une scolarité normale, ils ne sont pas repérés. Donc ceux qu'on repère, c'est ceux pour lesquels ça a échoué. Et on ne connaît absolument pas la proportion. Mais même s'il y avait, je ne sais pas, je dis 1%, j'en sais rien, peut-être beaucoup plus, d'enfants pour lesquels ça ne marche pas, il me semble que le minimum, ça serait que ce soit pris en compte. Or, ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. C'est une réalité qui est totalement niée. Voilà. On espère que ça va changer. Les sourds militent, mais ils sont, alors je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais ils ne sont vraiment pas entendus. Donc voilà, pour faire très rapidement un état des lieux de la réalité de la façon dont la langue des signes et l'éducation des sourds sont pris en compte depuis, entre guillemets, l'origine jusqu'à aujourd'hui. Parallèlement à ce que je viens de vous raconter, s'est développé à partir des années 70 ce qu'on a appelé le réveil sourd. Le réveil sourd, c'est un comédien américain qui arrive en France pour rencontrer des amis et qui découvre l'état de la langue des signes et l'état de la communauté sourde en France. Alors qu'aux États-Unis, les sourds peuvent faire toute leur scolarité en langue des signes, qu'il y a une université où l'enseignement est entièrement bilingue, et où donc les études supérieures sont accessibles aux sourds et tous les métiers, y compris les métiers intellectuels, sont accessibles aux sourds, ils découvrent la réalité dont je viens de vous parler en France. Et il est atterré. Et donc s'engagent des discussions, voilà, et petit à petit, l'idée que peut-être les choses pourraient bouger en France aussi. Et il crée avec un ami entendant l'IVT, International Visual Theatre, nom anglais parce que, voilà, créé par un Américain, qui a ses premiers locaux dans le château de Vincennes, avec l'idée de créer une troupe de théâtre bilingue qui va
traduire en langue des signes des pièces du répertoire et créer aussi des pièces en langue des signes et les traduire en français. Au départ, les sourds, je ne sais pas si j'ai le bouquin là, non, je n'ai pas. Les sourds le regardent un peu avec des grands yeux en disant mais nous, on n'est pas capable. La langue des signes, bon non, c'est pas une langue de création. Bon, voilà. Et puis petit à petit, il gagne la partie. L'IVT devient un théâtre très dynamique qui rassemble la communauté sourde, où va entre autres se former Emmanuelle Laborie, dont j'imagine que vous avez tous entendu parler. Elle est aujourd'hui directrice avec Jennifer Lesage-David de l'IVT, qui est devenu, au-delà du théâtre, un centre culturel avec une maison d'édition, avec des ateliers de formation pour les artistes sourds, avec des cours de langue des signes, etc. etc. Un très gros centre de la culture sourde en France, en difficulté, mais comme à peu près tous les centres culturels en France aujourd'hui. Mais enfin, voilà, c'est un combat permanent aussi de continuer à faire exister ce lieu. Et donc, le réveil sourd, donc création de l'IVT, et puis aussi progressivement reconnaissance du fait que la langue des signes, c'est une langue à part entière et que donc c'est aussi une langue de création. Il y a des contes, il y a des comptines, il y a des jeux de mots, il y a des histoires drôles, il y a des pièces de théâtre, etc. etc. Et tout ça se développe de plus en plus, jusqu'à aujourd'hui où je crois que la langue des signes a acquis quand même une visibilité assez importante. On la retrouve, alors d'une part il y a des festivals de culture sourde qui se sont créés en France, un qui s'appelle Clin d'œil à Reims, un autre Signaux à Toulouse. Toulouse est un gros pôle avec Paris de la communauté sourde. Puis d'autres. Et puis la langue des signes est accueillie dans d'autres festivals qui ne sont pas des festivals de culture sourde, mais qui accueillent la langue des signes au travers de traductions, de présentations de spectacles, etc. Et donc, à la fois, la langue des signes est très vivante, la culture sourde, la communauté sourde, vit, existe, crée, et à la fois, on a ce manque de reconnaissance de la langue de la part des institutions dans l'éducation des jeunes et dans le quotidien d'ailleurs aussi. Alors, qu'est-ce que... Alors oui, une chose qui est assez intéressante à savoir, c'est que ce qu'on appelle la langue des signes française aujourd'hui, c'est en fait la langue des signes parisienne. Un peu comme ce qu'on appelle le français aujourd'hui et le français qui était parlé à Paris. On n'a absolument pas tenu compte dans l'unification de la langue française, on n'a absolument pas tenu compte des langues régionales. Et de la même façon, dans l'unification nationale de la langue des signes, on n'a absolument pas tenu compte des variantes régionales qui existaient au même titre que les langues régionales en France. Et donc, quand on dit langue des signes française, il faut garder un petit peu à l'esprit que, en fait, c'est celle de Paris. Et qu'encore aujourd'hui, il reste des particularismes régionaux qui font que parfois vous êtes un peu regardé de travers si vous n'utilisez pas le bon signe, si vous n'utilisez pas le signe parisien. Voilà. Et aussi dire que les sourds ont créé, sont en train de créer une langue des signes internationale. Alors là, c'est pareil, c'est international, mais moi je dirais que c'est surtout occidental,
qui est un petit peu un équivalent de ce que peut être l'espéranto, à part que c'est plus utilisé quand même que l'espéranto, mais c'est quand même une langue appauvrie, parce que fabriquée à partir de, bon, voilà, de caractéristiques, d'un mélange de vocabulaire qui est... Parce que les syntaxes de la langue des signes, syntaxe, grammaire, sont à peu près les mêmes pour toutes les langues des signes. Bon, il y a un peu des variantes, mais globalement, c'est une langue gestuelle qui se place dans un espace de signation qui est limité, et qui toujours... ça fonctionne un peu comme un petit castelet, et on plante d'abord le décor, ensuite les personnages, et ensuite l'action. Et ce qui fait que le verbe est toujours à la fin, quand on parle en langue des signes. C'est une syntaxe complètement différente de celle du français. C'est pour ça que c'est difficile de parler en même temps la langue des signes et le français, parce que on a le cerveau qui brille un peu. Et donc ça, c'est une base à peu près commune pour les langues des signes. Après, il y a des différences, évidemment, de vocabulaire. Il y a aussi parfois des différences de grammaire et de syntaxe. Par exemple, les verbes ne se conjuguent pas en langue des signes, on les place sur une ligne de temps. Alors, nous, on va dire que la ligne de temps va d'arrière en avant, et que le passé est derrière. Donc on va dire j'ai mangé, on va dire je mange maintenant, ou on va dire je mangerai. Pour la langue des signes japonaise, c'est l'inverse. Le passé est devant et le futur est derrière. Parce que le futur, c'est ce qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qui sont intéressantes à noter. Après, je pense qu'il y a dans les 300 langues des signes qui existent, des variantes qu'on ne connaît pas forcément, évidemment. Alors aussi dire évidemment que comme c'est une langue qui vient de très loin, qui s'est construite progressivement, il y a une étymologie des signes, comme il y a une étymologie des mots dans les langues vocales. C'est-à-dire que par exemple, ce signe-là, je ne sais pas si ça peut vous dire quelque chose, c'est une couleur. C'est le signe blanc. Alors, est-ce que vous auriez une idée de pourquoi ce signe blanc? Parce qu'il remonte à l'époque où la mode était aux fraises. Très grand col blanc. Voilà, donc le signe blanc. On a le signe, alors il faut les deux mains là. Café. Les jeunes d'aujourd'hui disent mais pourquoi café ça se signe comme ça? Parce que l'usage du moulin à café, c'est vrai, c'est un petit peu perdu quand même. Voilà, petits exemples. Alors pour finir, je vais vous parler un peu plus de moi et du travail que je mène avec une association qui s'appelle Art Résonance, et avec laquelle depuis presque 20 ans maintenant, nous travaillons à l'accessibilité des personnes sourdes à la littérature et principalement à la poésie, et aussi à faire découvrir et à rendre accessible la littérature sourde en langue des signes. Et ça, dans un sens comme dans l'autre, par la pratique de la traduction. Et donc, nous travaillons avec des artistes sourds, évidemment. Nous avons créé un groupe de recherche sur ce que peut être la traduction
langue vocale, langue signée et inversement. Nous organisons des résidences pour des artistes sourds. Nous participons à des festivals dont, comme je disais tout à l'heure, qui accueillent la langue des signes. Et entre autres, depuis 2010, au Festival de poésie Voix vive de Sète, où nous avons une scène en langue des signes, où sont accueillis des poètes sourds qui sont traduits en français et des poètes entendants qui sont traduits en langue des signes. Voilà, et aussi on anime des ateliers dans toutes sortes de structures, en milieu scolaire, dans des structures médico-sociales, etc. Université. Et nous avons publié, en partenariat avec la maison d'édition Bruno-Doucet, un premier recueil qui s'appelle Les Mains Fertiles, un premier recueil de poésie bilingue, c'est-à-dire que ce recueil regroupe 50 poètes, entendants et sourds, et qu'il y a dans le livre les poèmes dans les langues d'origine pour les poètes étrangers, en version française, pour tous les poètes, que ce soit français, aussi les poètes sourds, donc la version française de leurs poèmes, et un DVD avec les versions en langue des signes de tous les poèmes présents dans le livre. C'est la première fois en France, et peut-être dans le monde. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, parce que je ne suis pas allée voir partout, mais en tout cas, c'est probable que ce type de travail est mené, c'est-à-dire de mettre à la même hauteur la poésie écrite et la poésie en langue des signes. Alors ce livre-là a été suivi d'une revue, alors là avec les éditions Pleine Page, qui est une revue à la fois de création, il y a des poèmes, alors c'est pareil, là pour le coup ce sont des QR codes à l'intérieur de la revue, pas un DVD, et puis aussi des articles de fond sur la langue des signes, sur la traduction, et tout ça étant entièrement bilingue, évidemment. Et puis l'année dernière, sont parus aux mêmes éditions Bruno Doucet 2 recueils, dont pour la première fois, alors là je crois qu'on peut vraiment le dire avec certitude dans le monde, un recueil entièrement consacré à un poète sourd, avec donc toutes les versions françaises de ses poèmes, et puis aussi parce que Leven Bescardès est un artiste pluridisciplinaire, et qui est aussi dessinateur, vidéaste, cinéaste. Attendez, je vais réussir à ouvrir à une bonne page, oui. C'est vraiment petit. Il y a aussi les dessins qu'il fait de ses poèmes, qui sont des espèces de... Moi, je ne pourrais pas dire de bande dessinée, mais enfin, quelque chose de cet ordre-là, qui ne sont pas une langue, qui ne sont pas une écriture. La langue des signes, pour l'instant, n'a pas de système d'écriture. Il y a des recherches qui sont menées pour ça, mais il n'y a pas de système d'écriture efficace pour l'instant. Mais donc, Levent, quand il crée ses poèmes, dans un premier temps, c'était juste des façons de mémoriser sans avoir à passer par la vidéo, parce que c'est un petit peu lourd. Bon. Et puis finalement, il a développé la chose pour en faire ce qui est pour lui aussi des œuvres d'art. Et donc, dans le livre, il y a également les dessins de tous ses poèmes. Et puis je vais me faire un petit peu de pub pour moi aussi. Un deuxième livre qui est cette fois un texte que j'ai écrit et qui est également entièrement traduit en langue des signes. Voilà. Et à côté de ça, il y a un développement quand même de l'objet livre dans la communauté sourde. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler avec des personnes sourdes, le livre, c'était quelque chose de vraiment... c'était un peu répulsif, quoi. C'était un truc d'entendant. Il n'y avait pas beaucoup de sourds qui avaient accès vraiment
à la lecture facilement. Et donc le livre, il y avait une méfiance par rapport à ça. C'est difficile pour un sourd d'entrer dans une librairie ou de pousser la porte d'une bibliothèque. Et moi, il se trouve que mon signe, parce que les sourds ont des noms en langue des signes, moi, mon nom en langue des signes, c'est ça. Et ça veut dire livre qui vole. J'ai beaucoup de chance, parce que souvent, c'est sourcils ou barrette. Mais bon, voilà. Et au départ, c'était juste livre. C'est devenu livre qui vole quand ce livre-là est paru et qu'il fallait dire le livre de Brigitte, parce que bon, c'est moi qui l'ai dirigé, c'était compliqué, donc ils ont fait, les amis sourds ont fait évoluer mon signe, mais au départ c'était juste livre. Et je me souviens d'une jeune fille sourde qui me demandait comment je m'appelais, et je lui dis je m'appelle Livre. Elle me dit tu t'appelles Livre? Quelle horreur! Voilà. Et donc là, ça a beaucoup évolué. Il y a maintenant des éditions qui se sont développées autour de la langue des signes. J'étais la semaine dernière, le week-end dernier, à un festival du livre justement à l'Institut Saint-Jacques, dont je parlais tout à l'heure, qui a des centaines de personnes sourdes se sont déplacées pour ces rencontres de toute la France. Et donc voilà, on voit des livres, commence à trouver des livres de philo traduits en langue des signes, des livres de psycho. Alors j'en avais parlé l'autre jour sur la langue des signes utilisée avec les personnes autistes, qui a été écrite par une psychologue sourde qui travaille avec des autistes. Un dictionnaire des grands sourds de France, des dictionnaires de langue des signes, bien sûr, maintenant il y en a en ligne, mais il y a aussi toujours des dictionnaires papier qui reprennent les signes en les dessinant. Voilà. Après, il y a le livre Le cri de la mouette d'Emmanuel Laborie qui est très connu. D'autres qui sont des biographies de personnes sourdes, parfois autobiographies. Il y a un comédien sourd qui a récemment publié son autobiographie, qu'il a travaillé avec sa fille qui est interprète, donc il signait le livre et elle l'a écrit. Voilà, donc petit à petit quand même, l'accès au livre se développe. Moi j'ai été témoin, l'année dernière on avait organisé la visite d'un lieu avec lequel on travaille, une abbaye dans l'Aude, une visite en langue des signes par une guide sourde, et j'avais proposé, il y a une très jolie librairie dans cet endroit, qui est une visite de la librairie après la visite de l'abbaye. La visite de l'abbaye a duré 2 heures, je me suis dit, oh là là, les personnes sourdes n'ont jamais resté encore pour la visite de la librairie. Ils sont tous restés, et il y a eu un échange formidable avec la libraire sur ce que des sourds peuvent attendre d'une librairie. Et quel type de texte, quel type de livre, voilà. Et c'était vraiment formidable. Donc il y a quand même des choses qui évoluent sur ce plan-là. Et voilà, il faut juste espérer que la langue va pouvoir continuer à se développer, que l'enseignement bilingue va finir par être accepté, parce que c'est vraiment toujours pas gagné. Et c'est quand même très très important pour que la langue puisse continuer à vivre. Parce que si de moins en moins de sourds la parlent, s'il n'y a plus que des entendants qui parlent la langue des signes, ça va finir par poser problème quand même. Voilà, donc si, je sais pas, j'ai oublié de mettre mon chronomètre avant de commencer. Donc, il nous reste du temps un peu pour des questions. Voilà. Et merci beaucoup de votre écoute. Oui, alors, juste encore quelques petites minutes, parce que moi j'avais prévu de vous projeter une vidéo d'un poème
de Leven Bescardès, justement. Donc, on va regarder la vidéo et ensuite je vous lirai la traduction française. Je suis désolée, j'avais oublié de demander que le son soit coupé. Alors, je vous lis la version française. Là, alignés, debout, longue file apeurée, regard furtif. À gauche, les soldats serbes. À droite, les soldats serbes. En avant, marchons. Gauche, droite, marchons. En avant, toujours en avant. Un, peu à peu, plus lent, s'éloigne, peu à peu, en arrière, disparaît. Gauche, droite, marchons en avant, toujours en avant. Un autre, affaibli, s'évanouit. Il gît, déjà derrière. Gauche, droite, marchons en avant, toujours en avant. Une, affamée, en larmes, l'enfant dans les bras, essoufflée, vacille, tombe, déjà derrière. Gauche, droite, marchons, en avant, toujours en avant. Un, casquette, sac au dos, très creusé, affamé lui aussi, vacille, tombe, disparaît, derrière. Gauche, droite, en avant, toujours en avant. Un, une, tombe, encore, s'évanouissent au bord du chemin. Tour à tour, disparaissent, encore et encore. Gauche, droite, gauche. Humain, vacillant, brûlant sous le ciel. Cendre d'humain, étincelle, poussière d'étoiles. Poussière d'étoiles, poussière d'espoir, là-haut, marchant vers l'infini. Merci. Si vous avez des questions, voilà, je suis là pour y répondre. De mon mieux. Oui. Est-ce que les rimes existent en poésie signée? Les rimes visuelles ou enfin les notions de rimes existent? Oui, et ça peut. Alors, des rimes, évidemment, c'est pas l'équivalent, puisque la poésie en langue des signes, c'est pas une prosodie comme la prosodie écrite. Mais il va y avoir, par exemple, des formes. Il y a des formes poétiques qui sont propres à la langue des signes et qui pourraient rappeler, voilà, l'utilisation qu'on fait nous de toutes les notions sonores qui peuvent se développer dans la poésie entendante. Et par exemple, il y a une forme de poésie qu'on appelle la poésie par configuration. Alors, les configurations sont les formes des mains, qui sont une des bases, un des paramètres de base de la langue des signes, donc la forme de la main. Et donc, on peut faire de la poésie par configuration en utilisant une seule configuration de la main pour créer un poème. Par exemple, ça peut donner quelque chose comme ça. Alors, je vais vous le faire en langue des signes. Je ne vais pas vous le traduire parce que pour l'instant, il n'est pas traduit, mais je vais vous donner les pistes pour que vous compreniez. Donc, la configuration, c'est celle-ci. Et avec cette configuration-là, on peut dire mot, le mot mot. On peut dire surveiller, attraper, personne, une personne, là, des personnes en l'occurrence, si je fais comme ça. On peut dire immeuble,
et on peut dire aussi accessible. Et donc je vous montre le poème, je pense que vous allez pouvoir avec ça comprendre sans qu'il y ait de traduction. Une forme qui est vraiment propre à la langue des signes. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans la poésie signée. Oui. J'ai une question. Je n'ose même pas la poser parce que c'est vrai que c'est. J'ai peur que quand se passe votre poème. Alors, excusez-moi, je vous entends très très mal là. Vous avez parlé d'analphabétisme. Ma question, c'est peut-être encore plus grave. Est-ce qu'on a mesuré le développement en intelligence des enfants qui sont privés de langue des signes? Alors, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. C'est très étonnant quand même de voir que apparemment, alors je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment d'études, hein, en tout cas pas à ma connaissance. Mais pour fréquenter des sourds un peu quotidiens, on s'aperçoit quand même que des enfants qui n'ont pas eu la langue des signes, qui n'ont pas été élevés dans la langue des signes, par exemple, un enfant qui naît sourd, qui naît dans une famille sourde signante, sa langue maternelle, sa langue des signes, il n'y a pas du tout de problème, mais... pardon. Oui, j'ai essayé de faire attention tout le long de la conférence à ne pas mettre le micro devant la bouche, et puis là... c'est vrai qu'on dit que l'intelligence se développe avec la langue, en fait, la réflexion se développe avec l'acquisition du langage. En fait, les enfants sourds, à l'évidence, développent une vision du monde, développent des connexions avec ce monde, une réflexion sur ce monde, même s'ils n'ont pas de langue. C'est quelque chose qui se passe uniquement au niveau visuel, mais qui existe et qui est réel, en fait. Voilà. Après, non, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas eu d'études de fait là-dessus. Enfin, votre réponse est plutôt réconfortante. Parce que c'est vrai qu'en tout cas, les sourds sont souvent perçus comme
voilà, peut encourager en tout cas à poursuivre des études en fonction de leur goût. Et donc on était longtemps cantonné à des tâches subalternes pour lesquelles effectivement un langage simpliste, oralisant suffisait Voilà, pour c'est des ça. instructions. Mais effectivement une langue, ça n'est pas que une langue fonctionnelle pour un salon de coiffure ou je sais pas moi une cantine. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que en France, c'est encore aujourd'hui, on entend des enseignants, des médecins dire aux parents oh, votre enfant il fera un métier manuel et puis ça ira bien. Ben, voilà, mais s'il a envie de faire autre chose, enfin, et bon, ça, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que en fait la pensée se développe. Elle se développe en dehors de la langue. Et ça, c'est une chose qui est très étonnante et très difficile à imaginer pour nous. Mais c'est manifeste. Parce que je le vois en vivant avec des enfants qui ont justement cette difficulté de langue. Ils ont des difficultés à exprimer, mais ils n'ont pas de difficulté à vivre. Enfin, voilà. Et si on leur donne les outils pour exprimer, ils expriment. J'ai une deuxième question, mais peut-être que quelqu'un veut le micro parce que je veux pas que ce soit ma deuxième question. Il y a quelqu'un qui veut. C'était est-ce que je ne sais pas quel est le statut de la langue des signes en France. Est-ce que c'est le statut d'une langue seconde? À ma connaissance, il n'y a pas de langue seconde en France comme dans beaucoup de pays où on pratique le multilinguisme. Est-ce que finalement le barrage, c'est-à-dire la sourdité des entendants, ça n'est pas lié à cette culture, je trouve, française, de la plus belle langue du monde? Oui, je pense qu'il peut y avoir de ça, tout à fait. En tout cas, c'est vrai que la langue des signes est reconnue comme langue de France, comme un certain nombre d'autres langues régionales, mais c'est pas, elle n'est pas à égalité avec le français, ça c'est évident. Alors du coup, je pose la troisième question, c'est la visibilité. Par exemple, la communauté LGBTI arrive, je pense, à une visibilité avec des spectacles. Peut-être que le chant-signe ou la poésie peut en effet donner une visibilité. Alors oui, et ce que je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de visibilité de la langue des signes, parce que justement, les spectacles se développent, le chant-signe se développe énormément, la poésie, bon voilà, il y a pas mal de spectacles en France qui se font en langue des signes et qui tournent un peu. Donc la visibilité de la langue se développe. Il y a de plus en plus d'entendants, je pense, qui sont intéressés par ça, de plus en plus d'entendants qui apprennent la langue des signes. Ça, les associations qui enseignent le disent. Mais par contre, ça reste au niveau des institutions, ça reste lettre morte. C'est-à-dire que il y a vraiment un décalage entre la vie culturelle, sociale et les décisions qui sont prises au niveau institutionnel, l'encadrement des enfants sourds, le soutien, l'aide, voilà. Et puis même, quand on parle d'accessibilité, ben, ça reste quelque chose d'extrêmement difficile. La surdité, ça ne se voit pas. Et donc, ben, un sourd, voilà, il peut bien se débrouille, quoi. Voilà. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant et qui a une marche de 30 cm à monter, là, ça se voit. C'est vraiment, il y a un problème. Une personne sourde qui arrive dans une administration et qui n'arrive pas à se faire comprendre, donc, bon, voilà, bon, on écrit un peu, on fait un peu des gestes, bon, voilà. Censément, il devrait y avoir un interprète ou un système pour communiquer, mais souvent, c'est pas le cas, et puis voilà. La cécité plus visible. Oui, aussi. Ouais, c'est vrai. Donne mon micro.
est-ce que d'un point de vue neurologique, capacité d'apprentissage et d'adaptation, le cerveau des personnes sourdes et malentendantes, innées ou suite à accident de la vie, développe des capacités d'adaptation similaires au cerveau des personnes aveugles et malvoyantes, c'est-à-dire une surcompensation des autres sens, des autres capacités sensorielles pour compenser la perte du sens du coup de l'ouïe. Voilà. Alors, oui, en partie, par exemple, les sourds sont extrêmement sensibles aux vibrations, extrêmement sensibles aux changements de lumière, ils ont une capacité de voir des choses. Moi, je me balade avec des amis sourds, ils voient 10 000 choses que moi, je ne vois pas. Parce que moi, ma surdité, elle est acquise, j'avais 35 ans, j'avais eu le temps de perdre toutes ces... enfin, de pas acquérir ces facultés-là. Mais il y a aussi une chose, c'est que ce qu'on sait, c'est que les aires du cerveau qui sont mobilisées par la langue des signes sont complètement différentes de celles qui sont mobilisées par les langues vocales. Et moi, je trouve que ça serait absolument formidable d'apprendre la langue des signes maternelle à tous les gamins, parce que ça leur donnerait, d'une part, ce serait une façon d'accueillir les sourds formidable, et d'autre part, ça leur donnerait des compétences, ça développerait des compétences supplémentaires, une ouverture, enfin bon, voilà. Mais il vaut mieux apprendre l'anglais à la maternelle, c'est plus important. Merci. Merci à vous. Bonjour. Moi, je voulais déjà dire vous remercier de votre présence parce que je suis très ignorante de la culture sourde et je m'aperçois au travers de ce que vous nous avez partagé et puis de ce poème surtout qu'on a vu, à quel point mon esprit est enfermé dans une pensée qui passe par le langage et que j'ai beaucoup de mal à me représenter une vision, une perception, une construction du monde qui passe par d'autres biais. En fait, je ne sais même pas comment les nommer. Et je m'interroge sur la manière dont on peut presque concevoir et transmettre dans le monde des personnes sourdes l'abstraction, les mathématiques. Et pour le coup, j'ai presque une ébauche de réponse dans le poème qu'on a vu et dans la notion d'espoir qui était présentée au travers d'une succession de signes. Mais ça continue à m'interroger comment... Enfin, je crois que j'ai même pas vraiment de questions parce que je sais pas la formuler sur comment on appréhende le monde et surtout l'abstraction. Alors, je proposais à madame qui est sourde de répondre à la question, mais elle dit non, c'est compliqué, je préfère pas répondre. Moi, j'aurais du mal à vous répondre, puisque moi, je ne suis pas sourde de naissance. Et donc, mais voilà, je pense que, en fait, le canal visuel peut être un canal suffisant, apparemment, pour développer une pensée et développer alors une vision du monde qui va forcément être différente de celle des personnes qui entendent, bien sûr, mais qui va être extrêmement riche aussi. Voilà. Là, les langues se développent, la langue des signes est une langue comme les autres.
elle offre les mêmes possibilités de finesse, de réflexion que n'importe quelle autre langue. Et donc, voilà, c'est une autre façon de vivre le monde, une autre façon de l'exprimer, mais avec des richesses et des finesses qui sont équivalentes en fait. Voilà, il n'y a pas une langue plus ou moins importante, ou une culture, une façon de voir le monde plus ou moins riche ou plus ou moins efficace en fait. C'est simplement différent. Et j'ai bien conscience de la naïveté de ma question, mais du coup c'est aussi quand il n'y a pas la langue des signes chez les enfants dont vous parliez, enfin avec cette censure de la langue des signes, comment ça s'exprime quoi. Je continuerai bien à parler exprès pour voir signer. Pardon, j'essaye de... Enfin, oui, c'est très difficile. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait, euh, malgré tout, il a une pensée, une compréhension du monde qui se développe. Après, on voit, il y a des films, je crois, qui ont montré ça aussi, que quand même, les enfants qui sont vraiment, vraiment sans aucune langue, sont souvent des enfants qui ont des difficultés dans leur quotidien. Il y a c'est malheureusement un livre qui est épuisé actuellement. Il y a un manga, donc japonais, évidemment, qui s'appelle L'Orchestre des Doigts et qui raconte ça extrêmement bien. Comment un enfant né sourd, profond, dans une famille entendante et qui n'a pas eu accès à la langue, arrive à comprendre un jour qu'on peut nommer les choses. Et c'est vrai que si vous avez vraiment aucun accès à la langue, c'est une chose qui échappe complètement, quoi. Il peut voir le monde, il peut comprendre un certain nombre de choses, mais savoir qu'on peut nommer les choses, et à partir de là en parler, etc., ça par contre, alors je pense qu'aujourd'hui ça n'arrive plus, enfin en tout cas en Occident j'espère, mais ça a été le cas. Il y a un film, je ne sais pas si c'est pas Marie Hurtin qui parle de ça, ce film qui est sur une jeune fille sourde. Et je ne sais pas si au début du film, il n'y a pas cette réalité-là qui est mise en avant, je ne me souviens plus. En tout cas, dans ce manga, est-ce qu'on peut le trouver dans les bibliothèques finalement? Non, vous n'avez pas trouvé. On n'a pas réussi à trouver les tomes, même d'occasion. Ah ouais. C'est dommage. Mais oui, c'est évidemment très très difficile pour les enfants qui n'ont aucun accès à la langue. Ils ne pas de l'enfant sourd.
Pas saut, pardon. Lapsus. Sauvage. De l'enfant sauvage, oui, aussi. On a fait oraliser. Voilà, ouais, ouais. Évidemment, on n'a pas socialisé. Ouais, tout à fait. Ça fait penser à ça, ce que vous dites. Oui, oui, c'est très proche. Oui. Ou la destinée d'Anne Keller. Vous avez les ouvrages de Brigitte qui sont disponibles grâce à la boîte à soleil, qui sont là. Oui, alors oui, donc vous pouvez trouver C'est moi que tu m'aimes de Levent, Bescardès, ça sort sur Braille, donc mon livre. Et puis il y a quelques livres que j'ai écrits. Alors je parlais d'autobiographie tout à l'heure. Donc Victor Abou, qui est un comédien sourd, et qui a donc écrit son autobiographie avec l'aide de sa fille, et qui est très intéressante parce que il parle beaucoup, donc il a fait partie du Réveil sourd, c'est un monsieur qui doit avoir 80 ans aujourd'hui, et donc il a vécu le Réveil sourd, la création de l'IVT, etc. Et il parle de façon très intéressante de ce que c'était qu'être sourd dans les années 60-70, de ce que c'était que d'avoir un métier quand on était sourd, et puis comment il en est venu à devenir comédien, artiste, voilà, c'est très intéressant. Et puis alors il y a ces petits livres qui parlent d'un autre type de handicap, qui est un handicap plus social. Ce sont des livres que je réalise avec des jeunes d'une classe d'un lycée de Lyon. Ce sont des jeunes qui sont primo-arrivants, allophones, donc ils sont là pour apprendre le français. Et on fait des ateliers de poésie plurilingue, c'est-à-dire avec toutes les langues présentes dans la salle, dans la classe. Parfois, il y en a 15 ou 20. Donc on travaille essentiellement sur la traduction. Ils écrivent dans leur langue et puis on fait un travail de traduction. Voilà, et on réalise ces recueils que l'on vend, on les vend pour payer le recueil de l'année suivante, etc. Voilà. Et puis bon, quelques autres livres que j'ai écrits. Voilà. Encore un grand merci à Fauteuil Rouge, à Fabienne, à toute l'équipe, à la Pulpe, au cinéma de Tence, à toute l'équipe du cinéma, voilà. Et à vous, qui malgré le soleil, avez accepté de venir vous enfermer dans une salle sombre pendant 2 heures. Merci beaucoup.